Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, on va attendre encore les gens puissent rentrer. Bonsoir. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien en ce 1er mai, en ce début de mai de ce mois. Et bienvenue à la séance d'information portant sur le projet pilote de la gestion différenciée de la végétation en prise d'Hydro-Québec à Beauport. Donc, veuillez noter que cette séance sera enregistrée et elle vous sera accessible demain sur le site web de la Ville de Québec. Je me présente, mon nom est Camille Esther Garon et je serai votre animatrice de ce soir. Je suis conseillère en consultation publique au service de l'interaction citoyenne. Donc, vous êtes à une séance d'information pour vous parler d'un projet pilote et on souhaite vous entendre vos préoccupations, vous accueillir notamment dans vos commentaires. Et pour le déroulement de la soirée, nous allons commencer par un mot de bienvenue d'un de nos élus. Nous allons ensuite faire la présentation de la part des intervenants de la Ville ainsi que de l'équipe d'Hydro-Québec et vous aurez la chance par la suite d'avoir une période de questions ou de commentaires concernant ça. Nous avons reçu environ, on a envoyé, disons, près de 178 invitations pour cette séance d'information. Et comme je le dis bien, j'ai la chance d'être entourée par d'autres personnes qui travaillent fort pour le bien de nos citoyens et citoyennes, à commencer par nos deux élus, donc Mme Marie-Josée Asselin, conseillère municipale du district de Loretteville, les Châtais, et membre du comité exécutif responsable de l'environnement et du développement durable. Bonsoir, Mme Asselin. Bonsoir tout le monde. En fait, vous allez trouver que je suis un peu loin de chez nous avec Loretteville et Châtel, mais en tant que membre du comité exécutif responsable de l'environnement, c'est à ce titre-là que je suis là ce soir en compagnie de mes collègues. J'ai vu M. Stevens Melançon, qui est président de l'arrondissement de Beauport, qui est présent, et Jean-François Gosselin, qui se connecte aussi, je le vois se connecter. Donc, merci de m'accueillir à Beauport. Et vraiment, un privilège d'être présente ce soir, puis d'entendre vos préoccupations et d'être là pour les présentations des gens d'Hydro-Québec et de la Ville. Merci beaucoup, Mme Asselin. Nous allons aussi recevoir, nous avons aussi M. Gosselin, qui est conseiller municipal du district Sainte-Thérèse de Lisieux. Bonsoir, M. Gosselin. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, merci d'être là, tout le monde. Merci d'être là, tout le monde. Puis, je ne veux pas prendre trop du temps, Camille, mais simplement pour dire qu'il n'y a pas de mauvaises questions ce soir. Les équipes de la Ville sont très compétentes à répondre du mieux qu'ils vont le pouvoir. Si jamais vous avez des questions par la suite, dans les prochains jours, prochaines semaines, n'hésitez pas à m'écrire via mon adresse courriel que Camille va vous fournir. Merci. Merci beaucoup, M. Gosselin. Nous avons aussi nos intervenants de la Ville, donc Mme Florence Boudreau-Pinault, conseillère en environnement au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Bonsoir, Mme Boudreau. Bonsoir à tous. Nous recevons aussi l'équipe d'Hydro-Québec, donc M. Jonathan Bélise, conseiller expertise en environnement. Bonsoir. Bonsoir. Mme Julie Lorrain, agente principale de biens et droits immobiliers d'Hydro-Québec. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous, bien sûr que Mme Asselin a eu son départ de mot de bienvenue. Je souhaite aussi annoncer aussi la présence de M. Steven Melançon, conseiller municipal et notamment président de l'arrondissement de Beauport. Bonsoir, M. Melançon. Bonsoir tout le monde. Je laisse alors la parole à nos intervenants, d'abord de la Ville et ainsi de l'équipe de Hydro-Québec qui vont vous présenter le projet pilote. La parole est à vous. OK. Alors, bonjour à tous. Merci de prendre quelques minutes là, de votre soirée pour discuter de ce projet pilote. Alors, d'entrée de jeu, on souhaitait vous clarifier le fait que c'est un projet qui est vraiment une démarche qui est initiée par Hydro-Québec, mais à laquelle on est vraiment fiers de contribuer. Puis, on est bien content là, de s'allier à Hydro-Québec là, pour la réalisation de ce projet pilote-là.
Au niveau de l'appui de la Ville de Québec là, dans ce projet-là, eh bien, ça s'est principalement déroulé au niveau du choix de l'emprise et de l'acceptabilité sociale de ce projet-là. Il faut comprendre que ce projet pilote-là, eh bien, c'est pour nous un point de départ pour le déploiement de d'autres types d'aménagements de biodiversité dans les prochaines années. Donc, pour nous, c'est vraiment le début d'une démarche qu'on veut établir sur l'ensemble du territoire, donc de réaliser ce type de projet-là à différents endroits sur le territoire là, dans les prochaines années. Donc, on est bien content là, de débuter par ce premier projet pilote-là. Pour nous, à la Ville, c'est bien important de reconnaître le rôle essentiel de la biodiversité, puis d'en assurer la conservation par des actions qui sont bien concrètes, comme ce projet-là. Donc, au niveau des actions municipales qui sont cohérentes avec le projet qui va être réalisé dans votre secteur, eh bien, on peut voir qu'il y a différents engagements et projets qui sont actuellement en cours ou qui ont été réalisés pour préserver et promouvoir la biodiversité. Donc, on peut notamment penser à l'initiative Ville Amie des Monarques, qui est en fait une certification que la Ville a depuis 2018. Donc, on a réalisé divers aménagements, on fait différentes actions pour préserver des habitats pour le papillon monarque. On a également la stratégie de développement durable qui a été mise en place en 2021, qui se veut vraiment là, un porteur, un levier pour faire différentes actions en lien avec l'adaptation au changement climatique et la transition écologique. On a également le plan de transition et d'action climatique, justement, qui découle de la stratégie de développement durable. Puis, on a également la participation de la Ville au défi Mai S'entendeuse depuis l'an dernier. Donc, aujourd'hui, là, ça donne ça ouvre, là, en fait, l'ouverture de Mai S'entendeuse pour 2023. Au niveau des projets qui sont en cours, eh bien, on est actuellement en train de faire des démarches pour avoir un règlement qui vient encadrer davantage l'utilisation extérieure des pesticides. On a également des démarches qui sont en cours pour l'obtention de la désignation internationale de région de biosphère de l'UNESCO. Et on souhaite également élaborer une stratégie en faveur de la biodiversité. Donc, comme vous pouvez le voir, le projet très concret qui va se réaliser sur le terrain qui est visé par la consultation ce soir, eh bien, c'est vraiment un projet qui s'inscrit de façon plus large dans différentes actions que la Ville veut prendre pour protéger la biodiversité. En parlant de biodiversité, c'est intéressant de se rappeler qu'est-ce que c'est. Eh bien, en fait, on parle vraiment de l'ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Donc, elle comprend également les interactions des espèces entre elles et avec leur milieu. Donc, en fait, la biodiversité, c'est vraiment très large, puis on peut la comparer, en fait, à tout ce qu'on va manger, c'est l'air qu'on va respirer, c'est les vêtements avec lesquels on va pouvoir s'habiller. Donc, vraiment, la biodiversité nous permet de vivre de vraiment avoir une qualité de vie intéressante. Puis, en fait, sa protection est vraiment liée aux actions qu'on va faire, qu'on va mettre en place. Pourquoi c'est important de la protéger? Eh bien, on le sait, puis on en entend parler de plus en plus. Il y a vraiment une crise sans précédent à l'échelle de l'histoire humaine. Donc, on a vraiment une menace d'extinction qui plane sur près d'1 million d'espèces sur la planète. Puis, en fait, la biodiversité, comme je le mentionnais, elle est importante parce qu'elle permet à la nature d'être productive, d'être résiliente et d'être en mesure de s'adapter. Puis, elle est vraiment essentielle là, à différents éléments de notre quotidien, comme l'alimentation, notre santé et notre bien-être. Au niveau de la gestion différenciée, donc l'équipe d'Hydro-Québec va présenter davantage le projet concrètement. Par contre, je trouvais intéressant de vous mentionner de façon générale de quoi on parle lorsqu'on parle de gestion différenciée. Alors, en fait, ça consiste à réduire la fréquence de tonte. Donc, lorsqu'on a un espace vert qui est habituellement tondu de façon à l'entretenir, là, donc avec une tonte qui va être régulière, lorsqu'on va appliquer de la gestion différenciée, c'est qu'on va venir réduire la fréquence de ces tontes-là. Par contre, on va venir garder une bande de transition au pourtour du site. Donc, dans la situation actuelle, là, on va parler d'une bande de transition d'environ 4 mètres qui va continuer à être tondue de façon traditionnelle pour vraiment délimiter l'espace qui est sous gestion différenciée et l'espace qui est plus aménagé. Puis, il y a également l'installation de panneaux d'interprétation qui va être affiché pour bien expliquer le projet, puis montrer là, que c'est fait de façon délibérée et pour des bonnes raisons.
Donc, la Ville, eh bien, évidemment, elle est en faveur de ce projet-là pour différentes raisons, parce qu'il y a vraiment de nombreux bienfaits à des aménagements qui sont plus biodiversifiés. On peut notamment penser à la diminution des effets, des émissions de gaz à effet de serre, à la promotion de la biodiversité de façon générale, également à l'amélioration du garde-manger des pollinisateurs, parce que plus qu'on a d'espèces diversifiées, eh bien, plus qu'on va venir créer des habitats et de la nourriture pour les pollinisateurs. Puis on vient également créer des milieux qui sont plus résilients aux infestations et aux épisodes de sécheresse. Au niveau du choix de l'emprise, eh bien, on a choisi le tronçon qui longe la rue Rochelot. Donc, c'est vraiment le tronçon ici qui est un terrain qui appartient à Hydro. Puis, on a vraiment choisi ce site-là en raison de sa proximité avec un milieu naturel. Donc, pour nous, c'était vraiment important de vraiment améliorer la connectivité entre les milieux naturels, donc de venir créer un corridor où les espèces allaient pouvoir se développer et avoir un milieu de vie qui est plus favorable à leur survie. Puis, pour nous, c'était également important de réaliser le projet en milieu résidentiel pour vraiment faire connaître le potentiel écologique des emprises avec un projet qui est concret, puis donner vraiment une valeur ajoutée à ces espaces verts-là. Donc, je passe la parole à Jonathan. Ça ne sera pas long. Je vais partager ma présentation. Je vais poursuivre un peu la présentation que Florence a commencé, mais avec plus une vision d'Hydro-Québec, vous expliquer un petit peu la démarche et le projet un petit peu plus en détail. Juste un instant, je viens de masquer la présentation avec l'écran. Voilà. Vous voyez bien ma présentation? Donc, je vous parle de la gestion différenciée dans les emprises de transport. Un petit ordre du jour, je vais vous expliquer la biodiversité chez Hydro-Québec. Ensuite, un court mot sur les lignes de transport et les emprises dans lesquelles elles s'installent. La gestion différenciée dans les emprises. J'ai quelques exemples que je vais vous montrer en photo. Ensuite, on va aller en détail voir la proposition du site et finalement les prochaines étapes. Donc, la biodiversité chez Hydro-Québec, pourquoi on s'en préoccupe? Eh bien, c'est parce qu'on a une vaste empreinte sur le territoire. On a en fait 31 000 km², qui est l'équivalent du territoire de la Belgique, qui se trouve en milieu naturel, beaucoup par nos réservoirs, mais également par les emprises de transport et les emprises de lignes de distribution, qui représentent environ, en fait, plus de 3 000 km² de superficie. Donc, la façon que nous allons gérer ces emprises-là, notamment par la gestion de la végétation, mais ça va influencer la valeur naturelle, la valeur de la biodiversité qu'on va pouvoir retrouver dans ces milieux naturels-là. Hydro-Québec lance une quatrième stratégie, en fait, a lancé en 2022 une quatrième stratégie de biodiversité. Ça fait quand même assez longtemps qu'on s'intéresse à la biodiversité. Celle-là est particulièrement ambitieuse. Elle se veut très, très orientée sur des résultats concrets, un peu comme avec la mesure qu'on propose aujourd'hui. On veut améliorer la biodiversité. Ce n'est pas seulement la maintenir, mais vraiment améliorer la biodiversité, l'intégrer dans toute notre chaîne de valeur, c'est-à-dire dans toutes nos activités, nos approvisionnements, dans tout ce qu'on va faire chez Hydro-Québec. On va avoir une vision pour favoriser la biodiversité. Et ça, on le fait en collaboration avec le milieu, c'est-à-dire avec les communautés, avec les municipalités, comme dans le projet qu'on discute aujourd'hui. Si ça vous intéresse d'en savoir davantage sur les mesures qu'on prend, parce que la gestion différenciée, c'en est une, mais il y en a plusieurs autres, mais je vous invite à visiter notre site Internet. C'est assez facile de trouver toutes les mesures de biodiversité ou certaines des mesures qu'on présente en exemple sur notre site. Notre plan d'action de la stratégie se structure autour de 3 grandes thématiques. La première étant la conservation des habitats terrestres et aquatiques, et c'est dans celle-là que s'inscrivent les projets de gestion différenciée. Les autres thématiques sont la connectivité des écosystèmes, qu'on rejoint également avec notre projet de gestion différenciée, et finalement la réalisation d'aménagements favorisant la biodiversité réalisés avec les collectivités locales et les communautés autochtones. Donc, encore une fois, on a un lien aussi avec cette thématique-là, mais c'est vraiment dans la première thématique que s'inscrit le projet de gestion différenciée. Donc, les lignes de transport d'électricité, probablement que vous savez ce que c'est. Vous en avez une à proximité de vos résidences. Ce sont les lignes de 44 kV et plus, 44 000 volts. Généralement, on va parler davantage de 69 000 volts ou plus, donc 69 000, 160, 315 kV, 735. Et la ligne qui est à proximité de chez vous, c'est justement une 735 kV.
Donc, c'est les lignes qui vont relier les sites de production, nos centrales, au réseau de distribution, en passant par des postes de transformation. Hydro-Québec est responsable du bon fonctionnement du réseau et de la sécurité des personnes qui pourraient circuler dans les emprises. Et ça se fait notamment par la gestion de la végétation, mais aussi par un certain encadrement des activités qui peuvent se réaliser en emprise. Bon à savoir que les conducteurs de ligne ne sont pas isolés par des gaines. Hein. Les conducteurs sont libres, c'est plutôt l'air et la distance qu'on laisse à ces conducteurs-là qui va permettre de les isoler. Donc, il faut assurer une certaine distance avec tout arbre et tout objet pour éviter un arc électrique. Il n'y a pas besoin d'avoir un contact nécessairement. Il suffit qu'il y ait un objet suffisamment près pour qu'un arc électrique cause une électrocution ou soit une cause de danger, disons. Les emprises de ligne, eh bien, ça, c'est l'espace qu'on va dégager pour s'assurer le bon fonctionnement et la sécurité des lignes électriques. Donc, c'est là qu'on va voir que la végétation a été maintenue à à moins de 2,5 mètres de hauteur et que les usages sont limités. Vous savez que vous ne pouvez pas avoir un cabanon ou une piscine dans une emprise de ligne. Il y a certains usages qui peuvent se faire, mais il y a plusieurs usages aussi qu'on ne peut pas faire dans les emprises de ligne. À savoir que ce sont des milieux de travail pour tous les travailleurs d'Hydro-Québec qui doivent assurer le bon fonctionnement et la sécurité des lignes également. Donc, si on passe à la gestion différenciée maintenant, dans les lignes de transport, Florence en a bien parlé, c'est le même principe, il n'y a rien de nouveau. En fait, on n'a pas inventé la gestion différenciée. C'est un concept qui existe, mais qu'on reprend parce qu'on sait à quel point il est bon pour la biodiversité. Il suffit, comme Florence le disait, de faucher moins souvent la végétation. Dans les lignes de transport, où on fait de la fauche de végétation herbacée, on le fait 4 fois par année pour en fait, s'assurer de maintenir à une hauteur raisonnable la végétation. La gestion différenciée va nous laisser pousser la végétation, la laisser fleurir et attirer les pollinisateurs, permettre une certaine biodiversité. Le même concept que Florence nous parlait, on garde une bande de transition, une bande qui correspond à un trait de faucheuse, environ 4 mètres de large. On va installer des panneaux d'interprétation et on va faire une fauche annuelle. Dans certains cas, sur d'autres sites, ça pourrait être une fauche aux 2 ans ou 3 ans. Cette fréquence-là va être à établir en fonction de l'utilisation du milieu. Certains des avantages de la gestion différenciée, je ne vais pas tous les répéter. Florence en a mentionné quelques-uns, mais j'attire votre attention vers l'avant-dernier, la diminution des espèces allergènes. On a remarqué que c'était une bonne mesure pour limiter la présence d'herbe à poux. L'herbe à poux qui est une espèce qui est insensible à la fauche, qui va fleurir à n'importe quelle hauteur et qui va même profiter des fois de la végétation basse parce qu'elle n'est pas très compétitrice et pas très tolérante à l'ombre. Par contre, si on laisse pousser la végétation, soudainement, là, elle a plus de misère à fleurir parce qu'elle se fait compétitionner davantage et on a remarqué qu'on avait moins d'herbe à poux sur des sites où on laissait pousser la végétation. Et également, on espère créer des paysages qui sont un peu plus intéressants, un peu plus riches et variés, tout en permettant une connectivité entre les milieux naturels existants. Donc, le choix des sites va aussi se faire en fonction de ces critères-là, qui sont d'avoir des milieux naturels adjacents et on va permettre ainsi une connectivité là, via les emprises. Quelques exemples de gestion différenciée qui ont déjà été réalisés. On est en projet pilote ici. C'est des initiatives assez ponctuelles qu'on a, comme à Laval, on l'a fait en 2009 pour limiter justement la présence d'herbe à poux. C'est une des seules places qu'on le fait. On l'a fait à Laval et Trois-Rivières jusqu'à maintenant. Mais sinon, on débute avec cette mesure-là. Ça fait partie de notre nouvelle stratégie. Mais Laval, là, c'est un site qui n'a pas été fauché depuis 2009, si je ne me trompe pas, où on applique quand même la bande de transition. Comme je vous disais, c'est un trait de faucheuse, environ 4 mètres. C'est un peu à ça que ça peut ressembler. Dans certains cas, les bandes de transition peuvent se faire également le long d'autres aménagements ou de sentiers informels si l'emprise est utilisée pour franchir, pour traverser, aller dans une rue de l'autre côté de l'emprise où on a créé un sentier informel, on va quand même continuer à faucher ce sentier-là pour s'assurer qu'on puisse encore l'utiliser pour traverser l'emprise. Ça, c'est un panneau d'interprétation qui a été installé à Verdun, par l'arrondissement de Verdun, qui a décidé de faire un aménagement dans son emprise, c'est-à-dire faire de la gestion différenciée. Vous voyez qu'il laisse pousser la végétation. Il y a aussi un peu de plantation d'arbustes avec ça. C'est une initiative vraiment là, de l'arrondissement et qui ont installé leur propre panneau d'interprétation pour bien expliquer la démarche aux citoyens, aux passants, aux utilisateurs de l'emprise. Cette emprise-là n'est pas laissée à elle-même, on n'a pas abandonné, on fait ça pour une
bonne raison, qui est la biodiversité. Et c'est ce qu'on veut expliquer aux citoyens là, qui pourraient visiter cette emprise-là. Un autre projet d'aménagement qui a débuté l'an dernier à Brossard, tout ce qu'ils ont eu le temps de faire, c'est la gestion différenciée, c'est-à-dire qu'ils ont laissé pousser, ils ont fait aussi leur bande de transition. Et ils vont faire probablement d'autres ensemencements, des prés fleuris, peut-être des plantations éventuellement. Donc, c'est d'autres possibilités, mais ça se fait, c'est les villes qui décident d'utiliser les emprises. C'est une opportunité pour améliorer la biodiversité en milieu urbain. Et ici, ce qu'on voit à droite, ce sont des pièges-bols pour récolter les insectes volants et mesurer l'efficacité pour les pollinisateurs de cette mesure-là. Donc, on va faire plusieurs mesures pour les insectes, pour les plantes, la biodiversité des plantes, la biodiversité de l'herpétofaune, c'est-à-dire j'oublie mes mots, les reptiles et c'est l'autre mot que j'oublie, j'y reviendrai, et l'avifaune également. Donc, plusieurs mesures pour s'assurer que les mesures de gestion différenciée sont efficaces en termes de biodiversité. Reptiles et amphibiens, voilà. Un dernier exemple qui se trouve à Pointe-aux-Trembles, où on a délimité, encore une fois, initiative de l'arrondissement qui fait certains aménagements de gestion différenciée, qui sont délimités par des poteaux de cèdre de différentes couleurs, dans lesquels il va y avoir différents types de traitements de gestion différenciée. Certains endroits, on va laisser pousser 1 an. D'autres endroits, on va faucher aux 2 ans, aux 3 ans. Certains endroits, on va même ensemencer quelques espèces herbacées à travers. À noter qu'il n'y a pas de bande de transition qui a été appliquée, décision de l'arrondissement ici, le long de la piste cyclable. Dans notre cas, on ferait une bande de transition ici pour délimiter le milieu aménagé du milieu en gestion différenciée, mais ça donne quand même un résultat qui est très intéressant et visuellement très beau. Des projets de gestion différenciée qui se font également sur nos terrains de bâtiments administratifs. On a 4 projets pilotes qui ont débuté l'an dernier à Joliette, Laval, Saint-Laurent et Saint-Bruno, où on va faire de la gestion différenciée. Là, ce n'est pas débuté, on a juste préparé le terrain l'an dernier, mais dès cette année, la végétation va pousser. On va faire également quelques plantations et ensemencements à travers ça. On va aussi installer nos panneaux d'interprétation. On aime ajouter un côté éducatif à la mesure. Je crois que c'est pour ça, comme Florence l'a dit, qu'on le fait en milieu aménagé, en milieu habité, mais c'est aussi parce que c'est des types de milieux, les friches herbacées, qui sont plus rares en milieu urbain, donc qui devient très intéressant pour la biodiversité quand on est en milieu urbain. Donc, on arrive à la proposition du site de gestion différenciée à proximité de vos résidences. Je vous explique un peu la démarche qu'Hydro-Québec a fait auprès de la Ville, parce que c'est vraiment ici l'initiative d'Hydro-Québec. On propose un projet pilote à la Ville de Québec, qui est d'ailleurs la première ville qu'on a approchée pour faire des projets de gestion différenciée. Même si ça s'est fait ponctuellement, là, je vous ai montré Laval, il y a également eu Trois-Rivières, mais ça, c'est des initiatives qu'Hydro-Québec. On avait approché les villes, mais ce n'était pas de la gestion différenciée. C'était juste, on laisse pousser la végétation, quoique c'est un peu la même chose, mais là, de façon plus structurée, dans le cadre de notre stratégie de biodiversité, on a approché la Ville de Québec en mai 2022. La Ville de Québec qui a choisi un site à l'automne 2022 et finalement un deuxième site au cours de l'hiver, qui est le site qu'on va se parler aujourd'hui. Et c'est là qu'on en est. Voici le site en question. Donc, on est au coin des rues Pierre-Paul Bertin et Montpellier. On se trouve au nord-ouest, finalement, là, de cette intersection-là. C'est seulement ce tronçon-là qui est visé. Ce qu'on voit en vert, c'est où on va faire la gestion différenciée. Et la bande orange, le pourtour, bien, ça, c'est la bande de transition qui est approximative, mais on s'entend que c'est un trait de faucheuse qui est environ 4 mètres de large. Je vous amène ici une vue de ce côté-là pour vous montrer que l'emprise, là, où ça s'inscrit. Donc, le long de la haie ici, qui est le milieu aménagé, bien, il va y avoir la bande de transition qui va être faite. Le trait de faucheuse va se poursuivre et va finalement aller s'arrêter ici. On n'a pas cru bon d'appliquer une zone de transition le long de ce milieu-là qui est déjà naturel. Il n'y a pas vraiment de raison d'en faire une, donc ça s'arrêterait là. Je vous amène un petit peu plus loin de ce côté-ci maintenant pour avoir la vue sur le fond de l'emprise. Donc, la bande de transition va s'appliquer également tout le long des arrière-cours ici et va se faire au même niveau où on a le premier trait de faucheuse habituel. Donc, je sais qu'il y a des beaux, et je pense que ma prochaine diapo le traite, justement, juste pour vous montrer, là, malgré qu'on est à la limite ici là, de la bande de transition prévue, ben, c'est
je voulais représenter le trait de fauche qui serait fait. La bande de transition sera environ à cet endroit. Un mot sur les baux d'embellissement et de jardinage, parce que je sais qu'il y en a plusieurs. En fait, à peu près tous les lots ont un bau de jardinage, un bail d'embellissement et de jardinage. Eh bien, il n'y a aucun changement à ce niveau-là. Nous, on va faire le premier trait de fauche comme il était fait auparavant. Et c'est probablement à l'extérieur des aménagements qui sont couverts par ces baux-là. Finalement, les prochaines étapes, on mettra en place le site dès le printemps, c'est-à-dire qu'on va réaliser la première fauche comme prévu. Et je ne sais pas si je l'ai dit, mais les fauches de transition vont se faire à la même fréquence qu'à l'habitude, soit 4 fois par année, dont une au printemps, là, aussitôt que la végétation est assez haute. On va faire une visite de cette première fauche-là avec le fournisseur de services qui fait la fauche pour s'assurer que ça correspond bien à ce qu'on s'attend et que c'est bien compris de l'entrepreneur qui réalise la fauche. On va installer les panneaux d'interprétation au cours de l'été. On va faire des visites de suivi autant à l'automne qu'au printemps suivant pour documenter la pratique et tenter d'améliorer pour que ça donne le meilleur résultat possible. Je vais laisser Florence compléter. Je vais juste arrêter mon partage. Elle a une dernière diapo à vous présenter. Il faut que je trouve le bon bouton là, pour le faire. Voilà. Alors oui, simplement pour compléter, on souhaitait faire également du côté de la ville, le calendrier du projet pilote, là, à quoi ça va ressembler. En fait, c'est assez simple. Là, durant le projet pilote, donc durant toute la saison estivale, il va y avoir la possibilité de transmettre des commentaires, des demandes d'intervention ou faire part de vos préoccupations au 311, donc soit par téléphone ou par l'entremise du formulaire qui est en ligne ou par l'entremise de l'application mobile. Donc, les personnes au 311, là, on va pouvoir bien vous diriger là, au niveau en fait, bien faire cheminer là, le commentaire que vous ferez à ce moment-là. Puis, à la fin du projet pilote, donc à l'automne, on va envoyer un sondage d'appréciation aux résidents là, du secteur qui a été ciblé pour faire une rétroaction sur le projet. Donc, ça va être le moment de faire part de vos commentaires, autant positifs que négatifs. Donc, si vous avez vu des espèces qui étaient habituellement non présentes, puis que vous avez vu des choses que vous aimeriez nous partager au niveau de la biodiversité, eh bien, on va être vraiment content d'en apprendre davantage. Et également, s'il y a des éléments qui vous ont plus déplu, eh bien, ça va être également le moment d'en faire part. Puis, avec ces commentaires-là, on va être capable de voir si on reconduit le projet dans les années subséquentes. Merci pour votre écoute. Donc, je remercie Mme Boudreau et M. Bélil de leur présentation. Nous serons rendus dans la période de questions. Donc, juste pour vous dire, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez aller justement en bas à votre droite dans le bouton « Réaction » et cliquer « Lever la main ». Donc, si vous vous souvenez, vous pouvez vous présenter et nous dire si vous souhaitez à quel endroit vous êtes. Donc, est-ce qu'on aurait des personnes qui auraient des questions auprès de nos intervenants et experts de la ville? Donc, nous commençons avec M. Duret. Bonsoir, M. Duret. M. Duret, attendez, vous êtes pour l'instant, vous êtes sur DIN. Juste bien ouvrir votre micro pour les autres. Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Je veux dire que pour les autres, pendant qu'un citoyen parle, veuillez, s'il vous plaît, éteindre vos micros pour qu'on puisse bien l'entendre. Donc, la parole est à vous, M. Duret. D'abord, très enthousiaste de votre projet. Je veux dire, moi, j'aime la nature, donc ça me fait plaisir. Je suis un des propriétaires d'un petit terrain dans lequel j'ai un potager au niveau du 351 rue Rochelot. Et le commentaire que je voulais vous faire, c'est concernant votre tombe que vous allez faire du côté des résidences. À la hauteur du 343 rue Rochelot, sur le terrain, cette partie-là ne sera pas accessible à des véhicules. C'est un terrain qui devient vite marécageux avec des belles températures comme aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si pour des besoins d'Hydro-Québec, entre autres, si vous aviez un chemin alternatif. En général, les véhicules qui veulent vraiment aller sur le terrain, en arrière, longent le canal plutôt que longer la clôture. Sinon, je veux dire, il reste pris. C'était mon commentaire. C'est noté. Merci beaucoup, M. Duret. Nous y allons avec Langy Tremblay. Bonsoir.
Est-ce que vous avez bien ouvert votre micro? C'est fait. Parfait. Est-ce que vous m'entendez bien? Mon nom est Langis Tremblay. Oui, on vous entend très bien. Allez-y. OK, merci. En fait, je voudrais savoir, est-ce que la zone est vraiment déterminée, arrêtée? Dans le sens que, pour moi, je suis un résident de la rue de Montpellier. Je suis sur le coin de la rue de Montpellier, puis de Pierre-Paul Bertin. Puis je trouve que c'est un peu atypique comme aménagement. D'un côté, la rue Montpellier, c'est tendu d'une manière régulière. Puis de l'autre côté, quand on passe, quand on circule, puis qu'on ne le sait pas, c'est vraiment, c'est vraiment laissé à lui-même. Ça fait que ça donne un aménagement un peu atypique. J'aurais une proposition à vous faire. C'est que tout simplement, pour la première partie sur la rue Montpellier, c'est soit harmonisé, c'est soit les deux côtés qui soient pareils ou les deux côtés soient pareils. Pour moi, ce serait important que ce soit harmonisé. Ça fait que peut-être si on pourrait revoir tout simplement la carte, Monsieur Bellil, s'il vous plaît, si vous pourriez nous réapparaître la carte où que les différentes zones de couleurs apparaissent. Oui, je vous montre ça. S'il vous plaît, je vais pouvoir compléter ma prise de position, mon opinion, tout simplement, développer un peu plus. Oui, s'il vous plaît. La CETAD 25. OK. Où est votre flèche présentement, là? Zoomez out un peu, s'il vous plaît. OK, comme ça, c'est suffisant, c'est parfait. En fait, qu'est-ce que je dis tout simplement? Sur la rue Montpellier, d'un côté, on a des tours de haute tension aussi. C'est zoné vert ou c'est tendu régulièrement. Puis de l'autre côté, du côté de Rochereau, comme vous l'appelez, puis de Pierre-Paul Bertin, c'est un entretien qui est différent. Ça fait que ça fait un peu atypique. Est-ce qu'on pourrait tout simplement modifier cette zone, la partie, on dirait un bâton de hockey, est-ce qu'on peut enlever la palette ou est-ce que la palette est un incontournable? Ça, c'est ma question. La deuxième, c'est que quand vous dites que vous ne ferez pas de ton d'entretien sur la partie, mettons, sud de cette partie-là, il y a un ruisseau là, tout le long. Il y a vraiment un ruisseau là, tout le long. Oui, c'est ça. Ça serait important de le protéger. On veut protéger les plantes. Mais moi, je me rappelle pour avoir travaillé avec les scouts, avoir apporté des scouts là, pour avoir planté des arbustes pour protéger le ruisseau, pour tout simplement favoriser tout simplement moins d'ensoleillement, puis au niveau de la température, puis le reste. 2 ans après, il y avait un contrat d'emprise, puis on abattait toutes les petits arbrisseaux qu'on a, toutes les plantes, tous les arbres qu'on avait mis sur le bord de ce ruisseau-là. Ça, c'est 2 choses. La première, c'est est-ce que le site ou le plan que vous proposez est arrêté? Puis le deuxième, bien, ça serait intéressant de protéger aussi le ruisseau. Moi, je suis tout à fait d'accord pour protéger le ruisseau et je crois qu'en n'appliquant pas de bande de gestion de transition de ce côté-là, on va favoriser une rive plus naturelle, ce qui peut protéger davantage le ruisseau, va faire un peu d'ombrage. C'est sûr que c'est de la végétation herbacée, mais limiter l'apport de sédiments qu'il pourrait y avoir. Pour ce qui est de je crois que vous parliez des 2 zones là, qui sont traitées différemment. Effectivement, Hydro-Québec fait la gestion de la végétation de ce côté-ci de la rue Montpellier et je crois que c'est la Ville de Québec qui fait l'entretien de la végétation de l'autre côté. Notre fauche est peut-être un petit peu moins… nous fauchons 4 fois par année nos emprises. Et c'est pour ça qu'il y a une différence. Mais là, ça va être un tout autre mode de gestion. Pour moi, c'est de faire une gestion différenciée d'un côté. Et là, de l'autre côté, on aura un terrain fauché comme on en trouve dans des terrains plus aménagés, comme si on avait un parc. Je ne crois pas que ça devrait être perturbant là, au niveau visuellement. En ce qui me concerne, je ne sais pas, Florence, si tu voulais ajouter quelque chose. Là.
Non, effectivement, pour ce qui est de la partie là, qui n'a pas été ciblée là, de l'autre côté de la rue Montpellier, eh bien, on souhaitait la garder comme ça puisqu'on faisait un peu la continuité avec le parc qui est adjacent. Donc, on l'avait exclu là, du projet pour se concentrer sur une section. Puis, comme le mentionnait Jonathan, avec le fait qu'il va y avoir des bandes de transition qui vont être tendues, on pense qu'au niveau de l'aménagement, là, au niveau de l'harmonisation visuelle, ça peut convenir tout de même. C'est sûr qu'il va y avoir une différence. Donc, on prévoyait là, le faire là, pour cette année de cette façon-là, puis voir là, qu'est-ce que ça va donner là, au courant de la saison. Mais c'est intéressant, on jettera un coup d'œil là-dessus. On s'intéresse également là, à l'impact paysager, là, à l'impact visuel de ces mesures-là. Donc, on le prendra en compte. On verra de quelle façon ça se présente quand que ça sera en cours. Oui, c'est OK. effectivement un bon point que vous soulevez, là, l'harmonisation, l'intégration dans le paysage est effectivement un point super important. Puis pour compléter au niveau de la protection du cours d'eau, ben, c'est sûr qu'on pense que de justement arrêter de tondre, ça va nous permettre de le protéger, ça va permettre de faire des bandes tampons là, qui sont plus végétalisées. Donc, on pense que ça va être déjà une mesure là, qui va être intéressante là, pour la protection du cours d'eau. OK. En complémentaire, est-ce que je peux me permettre de dire, est-ce qu'il va y avoir encore des contrats pour l'entretien, l'abattage de l'emprise ou tout simplement ça va être différent là, parce que quand ils sont venus, c'était vraiment un contrat qui était donné pour l'abattage quand on parle du ruisseau. Est-ce que le ruisseau va être protégé? Est-ce qu'il va être exclu de l'abattage? Bien, c'est sûr que dans les emprises, on ne peut pas ne pas abattre. Là, vous parlez peut-être de l'instant quand la ligne a été construite, parce que là, pour Non, l'instant, excusez. depuis. Allez-y. Excusez-moi. C'était de l'entretien tout simplement. Je suis ici depuis le début, puis, mais bref, est-ce que ça peut être exclu? Ben, tout ce qui est dans l'emprise, on ne peut pas exclure l'abattage. La zone dont on parle, là, où il y aura un changement, ben, c'est une zone où on gère de la végétation herbacée. Donc, il n'y a aucun arbre, mis à part peut-être s'il y a des arbres dangereux en bordure d'emprise, exceptionnellement. Il peut y avoir certaines circonstances où il va y avoir de l'abattage, mais là, il faut sécuriser ces emprises-là. Sinon, dans l'emprise, là, il ne devrait plus y avoir d'abattage. Toute la végétation est maintenue en deçà de 2,5 mètres de hauteur depuis la construction. Donc, l'abattage, là, c'est plus hors emprise et pour des questions de sécurité. Et là, de vous dire qu'il n'y en aura pas, là, ça ne serait pas, ça serait pas la vérité. Il faut quand même assurer la sécurité de cette ligne-là. Merci. Si vous voulez bien, OK, si vous, merci. si vous voulez bien, merci beaucoup, M. Tremblay. Justement, on a d'autres mains qui sont levées. Donc, merci de votre prise de parole. On va y aller avec M. Denis. Oui. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Mathieu Denis du Conseil de Bon. bassin de la Rivière-Beauport. Vous m'entendez bien? Très Oui, bien. alors, un organisme en environnement ici dans le secteur de Beauport, bien sûr. D'abord, bravo pour le projet. Là. C'est une initiative que je salue là, en mon nom, mais sûrement aussi en celui du Conseil de bassin de la Rivière-Beauport. J'ai manqué une portion de la présentation, les enfants et tout, c'est pas évident. Je vais poser une question, peut-être qu'elle a été déjà répondue. Si je comprends bien, il n'y aura pas de coupe durant les prochaines années sous là où se trouvaient les pylônes. Je me demandais, est-ce qu'on prend en compte la problématique des plantes exotiques envahissantes? Je pense surtout aux phragmites et à la renouée du Japon. Dans le bassin versant de la rivière, il y en a quand même beaucoup, là, un peu partout d'ailleurs au Québec, mais particulièrement pour la renouée du Japon. Et nous, on travaille depuis des années sur des projets de lutte aux plantes exotiques envahissantes, des projets qui portent ses fruits. Est-ce que ça sera pris en compte pour éviter justement, par exemple, que le phragmite prenne toute la place et détruise la biodiversité qui sera, on le souhaite, là, grandissante? Oui, ben, je suis content Merci pour la question parce qu'on va tout à fait le prendre en compte. On démarre une étude de suivi des espèces exotiques envahissantes et des espèces nuisibles pour la santé, comme l'herbe à pois en est une, mais toute espèce urticante comme le panais sauvage. Je ne les connais pas toutes, là, mais on démarre une étude. J'aimerais bien que les sites de Québec soient inclus dans l'étude. C'est ce qu'on va déterminer prochainement, mais ça devrait être le cas. Et on va suivre assurément là, toutes l'introduction, la propagation des espèces. On sait que justement le roseau commun peut être une espèce qu'on va pouvoir maintenir ou
pas éradiquer, là, mais maintenir avec la fauche. Et on va voir comment ça va se présenter avec les années. Ça peut prendre quelques années avant que les espèces indigènes prennent le dessus. Mais si ce n'est pas le cas, s'il faut intervenir, s'il faut faucher certaines zones pour empêcher qu'il y ait une population une colonie, une propagation trop importante d'une colonie d'espèces exotiques envahissantes, ben on le fera. On a des mesures, on est très outillés chez Hydro-Québec pour répondre pour maintenir ces espèces-là. Donc, on va appliquer nos mesures. Ça va même nous permettre de suivre l'application de ces mesures-là. Donc, il y a une étude qui se fait et on va garder un œil attentif sur ces espèces-là et s'assurer de faire les bonnes mesures pour maintenir les populations là, au minimum possible. Je rajouterais peut-être que du côté de la Ville de Québec, les sites vont également être plus surveillés par les équipes d'entretien qui ont déjà des programmes là, qui visent le contrôle des espèces envahissantes. Donc, nos équipes terrain vont s'assurer de faire un suivi un peu plus régulier, là, vu que c'est 2 sites. On a 2 sites à l'étude là, avec ce projet-là. Donc, on va faire un suivi plus régulier là, des espèces qui pourraient se propager. Parce qu'effectivement, quand ça s'installe, il y a des fois où c'est rendu un peu trop tard. Là, je pense à la renouée du Japon, elle est très coriace. C'est dur à cuire, il ne faut pas lui laisser de chance. Là, absolument. Merci beaucoup pour la réponse. Mais si elle s'installe, on s'attend à ce qu'elle provienne du milieu adjacent, à part s'il y a un dépôt sauvage ou quoi que ce soit. Mais si la mesure va peut-être permettre une introduction qui vient d'un milieu adjacent, à ce moment-là, ben, on verra comment est-ce qu'on peut la contrôler justement là, avec s'il faut faucher une partie de la zone, ben, on va peut-être ajouter certaines zones à nos zones de fauche là, 4 fois par année. Ou des fois, une seule fauche pour certaines espèces, le roseau commun notamment, une seule fauche en juillet, je crois, c'est suffisant avant la floraison pour contrôler la population. Donc, c'est le genre de choses qu'on pourrait essayer de faire. Très bien, très bien. Merci. Merci beaucoup, M. Denis. On y va avec Madame, excusez-moi, France Rémillard. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai la question. Moi, je comprends là, que vous allez faire une bande le long des terrains, donc le long de la clôture qui a été installée par Hydro-Québec, dans le fond des terrains. Est-ce que vous allez continuer aussi à faire le coupe-bordure, je dirais, là, de la clôture par l'extérieur ou ça va être juste la faucheuse? Là? Ça va être comme on le fait habituellement, donc juste la faucheuse. Là, on ne fait pas de coupe-bordure chez Hydro-Québec, à part si c'était fait par la ville. Je ne sais pas si... il y avait toujours quelqu'un, quand la faucheuse passait sur tout le terrain, il y a toujours une personne qui passait avec le coupe-bordure pour le long des clôtures, là, pour pas que ça devienne du foin et que ça se mélange tout à la clôture. Là. Donc, c'était fait habituellement lorsqu'on faisait la tonte. Là. Bien, je vais devoir, malheureusement, notre collègue technicien forestier qui participe à ces rencontres habituellement est pris probablement avec les pannes là, qu'on a dans la région de Québec aujourd'hui. Mais on va prendre la question à délibérer et Camille, j'imagine qu'il va être possible de revenir pour répondre à cette question-là, de transmettre cette information-là. Oui, puis Jonathan, si je peux me permettre, si ça faisait partie du contrat déjà que l'on avait avec les fournisseurs lors de la fauche de ce site-là, ça va être renoué dans le prochain contrat, même si on parle de juste une bande de transition de 4 mètres. On va intégrer ça, il n'y a aucun problème avec ça. Ça fait le bonheur à tout le monde. Oui, et il n'y a pas de changement au contrat, mis à part ce qu'on vous dit, mais on a encore nous, on a gardé le même contrat. On va juste dire à l'entrepreneur, ne faites pas toute cette zone-là là, que je vous ai montré en vert. Faites juste un premier tour. Donc, il n'y a pas de réduction là, du contrat qui est prévu. Sauf que on n'a pas l'habitude de faire de coupe-bordure dans nos contrats. Mais il y a peut-être une exception, vu la nature du site, là, ça sera validé. Peut-être que c'est parce que c'est les clôtures là, qui appartiennent à Hydro, là, qui ont été installées à l'époque, parce que moi, ça fait 15 ans que je suis ici, puis ça a toujours été fait là, le long de la clôture. C'est possible, on va vérifier. D'accord, merci. Merci, Mme Rémillard. Et veuillez noter aussi que vous avez la chance là, de pouvoir poser vos questions au besoin dans l'onglet en bas, questions et réponses. Et puis aussi, si vous avez d'autres questions après cette séance, n'hésitez pas à venir me contacter, que je puisse transférer aussi d'autres de vos questions auprès des intervenants de la Ville et de l'équipe d'Hydro-Québec. Alors, nous y allons aussi avec M. Morancy. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ma question est pour M. Bellil. Il faut savoir que le secteur qui est visé par la végétation et pour la protection de la biodiversité, il faut savoir que c'est un secteur qui est d'une richesse inouïe
en matière d'avifaune. Et comme vous avez effleuré un petit peu le sujet d'entrée de jeu tout à l'heure, j'aimerais savoir si votre considération pour la végétalisation de cette bande-là va au-delà du simple choix de plantes indigènes, ou bien si vous songez aussi à installer des plantes qui sont attractives pour la faune aviaire. Parce que pour votre information, monsieur, de l'autre côté de Montpellier, donc vers l'est, il y a au moins 123 espèces d'oiseaux qui ont été recensées à ce jour dans le secteur. Et c'est incroyable lorsque la migration printanière se déroule. C'est la folie furieuse pour un observateur d'oiseaux de se présenter tantôt dans le sentier de la rivière Beauport ou autour, ou dans le boisé qu'on appelle le Mélézin qui jouxte la servitude d'Hydro. J'aimerais savoir si on va aller à pousser l'intérêt jusqu'à choisir des espèces de plantes vivaces qui vont en plus faire l'affaire des oiseaux. C'est une très bonne question, une très bonne suggestion. Dans le cadre du projet ici, on ne va pas faire aucun ajout d'ensemencement ou de plantation d'espèces pour favoriser les oiseaux, mais c'est des choses qui se font. Je vous ai montré tantôt une photo là, où on voyait des pièges-bols à Brossard, où ils font la ville décide de faire un aménagement d'emprise. Les emprises sont des bonnes opportunités pour aller faire pour valoriser la biodiversité. Et la gestion différenciée, c'est une façon de le faire. C'est une façon là, à peu de frais et très efficace quand même. Souhaitons qu'il y ait des espèces là, naturellement sur le site qui vont favoriser la présence d'oiseaux. Ce n'est pas impossible. Il y a beaucoup d'espèces de milieux ouverts d'avifaune qui pourraient profiter du site davantage. Mais ça, peut-être que je ne connais pas tous les plans de la ville, mais nous, on s'offre pour accompagner les municipalités qui peuvent avoir des projets comme ceux-là, comme ceux que je vous ai présentés, sans aller dans les détails tout à l'heure. Et on est très ouvert. On développe un guide qui sera disponible sous peu, qui présente tous les types d'aménagements, dont des plantations d'arbustes qu'on a travaillé pour l'instant, mais il pourrait aussi avoir des plantes herbacées favorables aux oiseaux. Donc, c'est une mesure qui peut être très intéressante, qui peut valoriser encore davantage le site et la biodiversité. Pour l'instant, ce n'est pas prévu, mais espérons que la mesure qu'on prévoit soit quand même favorable là, à l'utilisation par les oiseaux qui semble être assez diversifiée. Là. Puis ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est un bon site pour appliquer une mesure comme celle-là. Parfait. Merci beaucoup, monsieur. Pour compléter du côté de la ville, eh bien, comme je le mentionnais en ouverture, là, on a la stratégie en faveur de la biodiversité. Donc, c'est effectivement des actions qu'on veut mettre davantage sur le territoire. Donc, on est tout à fait ouvert à l'idée de faire ce type de projet-là. Pour l'instant, avec le projet pilote comme il est présenté aujourd'hui, ce n'est pas prévu de le faire en 2023, mais peut-être qu'en 2024, on pourrait implanter ça. Donc, pour cette année, on veut voir c'est quoi les espèces, c'est quoi la banque de semences qui va s'exprimer. Puis ensuite, on pourra voir à l'implantation de nouvelles espèces dans les prochaines années. Là. Merci. Merci beaucoup, M. Morancy. Nous y allons avec Mme Boulanger. Et Mme Boulanger aussi a posé une question dans les questions-réponses, à savoir quel est l'organisme de l'environnement de M. Denis. Donc, je vais vous laisser la parole et puis voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bon, pour ce qui est de l'organisme de l'environnement, on n'a pas tout à fait bien compris quel était l'organisme en question. Est-ce qu'il est toujours là, M. Denis? Oui, je suis de retour. Oui, bonjour, madame. Bonjour. En fait, le Conseil de bassin de la rivière Beauport, c'est l'organisme qui s'occupe de protéger, entre autres, la biodiversité dans tout le bassin de la rivière Beauport, mais on s'occupe aussi des projets en environnement plus large que ça. Et si vous connaissez les sentiers de la rivière Beauport, les sentiers de marche, c'est nous qui s'occupons de l'entretien annuellement durant les 4 saisons. Là. C'est notre organisme avec nos employés là, qui est chargé de la mission, essentiellement, notre mission, c'est la protection et la conservation de la rivière Beauport et son bassin versant, tous les éléments naturels qui s'y trouvent à l'intérieur. C'est pour ça que excusez-moi, comment on peut vous rejoindre? C'est le site Internet ou sinon, allez sur le site Internet, nos coordonnées apparaissent. Les miennes, entre autres. L'organisme de l'environnement, tout simplement? Si vous voulez bien, Mme Boulanger, M. Denis peut m'écrire là, si besoin. Oui. Là, puis moi, je peux aller regarder. Puis je vous écris aussi par courriel quelles sont les coordonnées. C'était une question comme ça. Est-ce que vous avez des questions correspondant à la présentation du projet? On vous écoute.
Oui. D'abord, je voudrais savoir le choix pour la ville à l'hiver 2023, est-ce qu'elle a été choisie? Parce que on parlait dans votre présentation, M. Bellil, on parlait de choix que la ville de c'est le Québec site. avait choisi en 2022. Mais à l'hiver 23, est-ce qu'on a fait un choix? C'est une erreur, c'était à l'hiver. Ben, à l'hiver, c'était au début de l'année 2023 et c'est le site qu'on discute aujourd'hui, présentement. Là, OK, il n'y a rien de nouveau. Moi, non. je vais me présenter parce que moi, je fais partie du quartier d'Orsainville. Ça fait 1 an que je me démène à parler, à écrire à l'Hydro, à écrire à la ville, parce que moi, je demeure dans le secteur de Périgord. Puis, on est envahi par les fragmites, c'est épouvantable. Et on ne m'a jamais parlé qu'il y avait un projet là, qui se passait avec la Ville de Québec et l'Hydro. Là, je me retrouve avec vous ce soir parce que là, j'aurais voulu avoir un peu plus d'informations. Comment qu'on pourrait faire, nous, pour accéder à un futur projet là, dans ce sens-là? Bien, le choix des sites, c'est fait avec la ville, mais sinon, pour un projet d'aménagement, là, si c'est un site qui est envahi par le roseau commun, ça devient un petit peu plus difficile. C'est peut-être pas les sites qu'on va choisir assurément pas pour la gestion différenciée, mais même pour l'aménagement, ça va être un défi, ces sites-là. Ce pas des espèces qui sont faciles à éradiquer, surtout si la contamination est assez importante au pourtour du site à choisir. Donc, mais je vous dirais, c'est peut-être via la municipalité, si on veut faire que ce soit un aménagement ou un site de gestion différencié. Nous, on approche la municipalité a fait le choix des sites. S'il y a un site qui peut être intéressant dans un autre secteur, nous, on est intéressés. On commence avec deux sites pour la première année, mais ce n'est pas impossible qu'il y en ait d'autres éventuellement. C'est le genre de mesure qu'on voudrait appliquer davantage. Mais comme je vous dis, les sites complètement envahis par le roseau commun, par le fragmite, c'est tout un défi, je dirais. Oui, on sait que c'est un défi, mais c'est justement, il faut agir à un moment donné parce que ça sera plus vivable. Là. Et moi, je me dis toujours, pour quelle raison qu'on ne coupe pas les têtes avant leur floraison et on laisse ça tout en plan, tout à terre. Et ça fait longtemps qu'on n'est pas venu couper ça. Là. Oui. Ça fait qu'en tout cas, moi, ce que j'aurais aimé, c'est d'avoir un contact quelconque pour, oui, on est dans le conseil de quartier d'Orsainville, mais on frappe à quelle porte pour essayer de faire bouger les choses? C'est ça tout simplement que j'aimerais savoir. Là. Mais madame, si vous pouvez peut-être envoyer là, à Camille là, le site que vous parlez, nous, on va faire un suivi avec l'équipe là, de la division de la foresterie urbaine puis de l'horticulture pour faire un suivi là, avec ce site-là, parce qu'à la ville, on a déjà un programme là, qui surveille puis qui vient faire le contrôle là, de, si possible, des espèces exotiques. Donc, vous pouvez lui envoyer le site, puis on va faire un suivi avec l'équipe de foresterie urbaine. Bon, ben, je vais le refaire pour une deuxième fois. C'est beau, merci. Et chez Hydro-Québec, il y a aussi Mme Boulanger, la foresterie urbaine, fait que je vais m'assurer aussi là, qu'on fasse bien le lien. C'est sûr qu'il y a des enjeux quand on n'est pas sur des terrains de la municipalité. Il faut vraiment, on ne peut pas arriver là puis intervenir, que ce soit chez un privé ou sur une portion du territoire qui ne nous appartient pas. Mais je vais quand même m'assurer qu'on vous donne une réponse et qu'on le prend en considération. D'accord. Et M. Bellil, vous vouliez dire quelque chose? Ben, j'allais dire, chez Hydro-Québec, il y a une porte d'entrée. C'est un seul numéro là, qui va être redirigé aux bons endroits. Mais si vous communiquez avec la Ville, ben là, on est en contact avec la Ville de Québec. Donc, si c'est une propriété d'Hydro-Québec, et s'il y a quelque chose qu'on peut se faire, mais Hydro-Québec, on tente de limiter au minimum la propagation des espèces et l'introduction des espèces exotiques envahissantes, mais on ne peut pas se lancer dans une lutte aux espèces comme celle-là. On croise des routes du MTQ, entre autres, qui amènent et on essaie d'éviter autant que possible que nos emprises de ligne soient des vecteurs de propagation. Mais sauf exception, on ne peut pas faire de la lutte là, à ces espèces-là dans toutes nos emprises. Donc, ça peut arriver dans certains cas, mais il faut vraiment qu'on ait un bon potentiel de réussite où des fois, c'est pas des environnements qui sont complètement déserts non plus parce qu'il y a une présence de roseaux communs. Il peut quand même avoir de la biodiversité à travers ça. Il y en a. Ben, c'est ça, il y a certains oiseaux qui en profitent. Donc, dans certains cas, on accepte de les tolérer plutôt que de se lancer dans des luttes et mettre d'autres mesures dans d'autres sites pour favoriser la biodiversité où on a un petit peu plus le contrôle.
Bon, fait que le 6 avril, j'avais eu une réponse de Mme Gabrielle Albert. Mais en tout cas, je vais revoir avec Mme Boudreau. Je vais écrire encore une fois à la ville. Puis, je vais faire le suivi. Merci beaucoup, Madame. Merci beaucoup, Mme Boulanger. Est-ce qu'on avait d'autres questions concernant la présentation que vous avez eue ce soir, concernant le projet pilote? Est-ce que nous avons d'autres questions ou commentaires? J'aurais une question. Oui, c'est concernant la présentation auprès de M. Bélez et Mme Boudreau. Oui, allez-y, Mme Guérard, Oui. excusez-moi. Allez-y. Oui. Alors, moi, j'avais éventuellement l'idée de demander l'utilisation du terrain derrière la clôture qui limite mon terrain avec l'Hydro-Québec. Et puis là, il y aura une bande de 4 mètres qui sera préservée, qui sera tondue. J'aimerais savoir si c'est encore possible de faire une demande pour avoir accès à une portion du terrain et si cette portion-là est plus grande que 4 mètres. Ben oui, bonsoir Mme Guérard. Oui, c'est toujours possible de faire une location auprès d'Hydro-Québec. Comme on le mentionnait tantôt, les gens qui ont déjà des baux ne seront pas impactés et ça ne change rien pour les nouveaux locataires. S'ils veulent utiliser une partie de l'emprise, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire une demande auprès de nous. Mais je me questionne parce que je me dis 4 mètres, c'est pas très large. Alors, est-ce que... Il faudrait que je regarde, là, parce que là, je ne me souviens plus par cœur dans ce secteur-là, là, mais il y a certaines profondeurs qu'on peut vous autoriser. Il faudrait que je regarde dans le secteur, là, mais ça, c'est l'analyse de votre demande. Quand on va recevoir votre demande, on va pouvoir vous dire quelle profondeur qu'on va pouvoir vous louer. OK, puis ça, je passe par la Ville de Québec pour... non, pas pour ça. Vous pouvez passer directement par nous. Je ne sais pas, Camille, là, sur une des diapos, il y avait une adresse courriel. Là, oui, je n'ai pas le temps de la prendre. Oui, c'est ça, ou un lien direct pour un formulaire. Donc, c'est les deux méthodes que vous pouvez prendre là, pour nous joindre. OK. Bien, c'est ça, je n'ai pas eu le temps de le prendre sur la diapositive, mais si je vais sur le site d'Hydro-Québec, je pourrais le trouver. Oui, même que sur le site d'Hydro-Québec, vous avez un formulaire direct avec un lien. Là. Je peux peut-être essayer, je vais le trouver, puis je vais le mettre dans le chat si vous voulez, Mme Guérard, comme ça peut peut-être faciliter. Là. Si vous voulez bien, là, excusez-moi, si vous voulez bien, Mme Lorrain, là, je vois qu'il y a plusieurs citoyens, là, d'ailleurs, c'est super pertinent, là, vos questions, vos commentaires. Moi, justement, vous êtes inscrits, j'ai vos adresses aussi, puis vous pouvez avoir mes coordonnées. Donc, les questions là, qui sont centrées côté plus personnel de votre situation, n'hésitez pas à m'en faire part, puis moi, je vais pouvoir les transmettre au sein de l'équipe d'Hydro-Québec, au sein aussi des intervenants notamment. Et d'ailleurs, plus tard, je vais mettre aussi les coordonnées de nos élus pour s'assurer qu'il puisse avoir une continuité d'un suivi notamment. Est-ce que ça vous va comme ça, Mme Guérard? Oui, et j'ai une deuxième question. Oui, allez-y. J'aimerais savoir s'il y aura un impact pour la petite faune à l'effet que les plantes ne seront pas taillées, puisque au printemps, il y a des petits rongeurs qui viennent toujours sur notre terrain pour faire des canaux pour trouver de la nourriture dans le sol. J'aimerais savoir le fait qu'il y aura moins de tonte. Est-ce que ça a été étudié ou est-ce que ça a été analysé? Est-ce que la petite faune, là, les petits mulots, les museringues, les petites taupes, est-ce qu'à ce moment-là, il y en aura une plus grande quantité, une plus grande colonie de ces petits mammifères qui viennent au printemps manger les racines de nos plantes? Je dois avouer que c'est un peu l'objectif, hein, c'est de favoriser la biodiversité, mais on veut leur faire peut-être un habitat qui n'est pas votre course. Certains animaux, certaines espèces qui vont apprécier davantage, par exemple, les aménagements humains ou peut-être les composts ou les cordes de bois qu'on peut avoir dans nos cours. Donc, ça, on ne peut pas vraiment empêcher ça. Nous, si on offre un autre milieu intéressant pour ces espèces-là et qu'elles passent du temps dans le milieu qu'on va aménager, qu'on va faire en gestion différenciée, mais on espère qu'elles ne seront pas davantage sur votre terrain. Mais ce qu'on remarque pour l'instant, c'est que souvent la présence de ces espèces-là est déjà là avant qu'on installe nos sites. On verra dans le futur, là, on va suivre ça. Comme je vous dis, on fait des études de suivi sur l'ensemble de la biodiversité, ce qui inclut les petits mammifères. Et peut-être qu'on aura des rétroactions également aussi des propriétaires riverains, là, des emprises par rapport à ça.
mais c'est quelque chose qui nous intéresse. Je comprends votre préoccupation, mais ça ne devrait pas générer davantage de vermine, comme on pourrait dire, là, dans les maisons et tout ça. OK, merci. Merci beaucoup, Mme Guérard. Est-ce que nous avons d'autres commentaires portant sur la présentation? Je vais juste regarder dans la conversation si nous en avons d'autres. On a un commentaire notamment qui me répond de M. Morancy, à noter la présence de lièvres dans le secteur concerné. Nous avons ce commentaire. Est-ce que nous avons d'autres commentaires? On va faire un dernier petit tour. Non? Bon, ben écoutez, c'est ce qui met fin à notre séance d'information et d'échange. Je vous remercie d'avoir eu un échange respectueux, accueillant, puis bienveillant. Et puis d'ailleurs, pendant ce temps-là, j'ai eu le temps, parce qu'on a eu beaucoup d'échanges de courriels et de coordonnées. Je vais pouvoir mettre aussi dans la conversation les coordonnées. Ce que je vais faire, je vais aussi vous écrire pour remettre en ligne les coordonnées aux besoins, notamment Rivière-Beauport, Mme Asselin, M. Gosselin, ainsi que l'équipe d'Hydro-Québec. Et donc, nous allons y aller aussi vers un mot de la fin, à commencer par M. Gosselin. Merci beaucoup, Camille. Je tiens à remercier les citoyens et les citoyennes qui étaient présents ce soir, même virtuellement. Merci pour vos questions. Merci aussi aux équipes, aux gens d'Hydro-Québec, les gens de la ville aussi. Vous avez fait un excellent travail. Camille a fait un excellent travail aussi, modéré et tout ça. Ça s'est très bien passé. N'hésitez pas si vous avez des questions pour la suite. Là, vous avez vu les gens très compétents, autant du côté d'Hydro-Québec que de la ville. Ça va nous faire plaisir de faire des suivis. Et, au plaisir. D'habitude, en présentiel, on dit soyez prudents au retour à la maison, mais là, je n'aurais pas besoin de dire ça ce soir. Merci. Merci beaucoup, M. Gosselin. Pour finir, Mme Asselin. En quelques secondes, merci beaucoup. Vraiment, c'était très intéressant de vous entendre. Ça donne l'espoir sur l'investissement des citoyens envers la biodiversité. On est à une croisée des chemins dans la lutte au changement climatique, dans l'accueil de la biodiversité dans notre territoire. Donc, vraiment très, très, très contente des commentaires que j'ai entendus ce soir. On entend vos préoccupations, mais c'est vraiment une très belle rencontre. Bravo à tout le monde du district. C'était vraiment très agréable de vous entendre. Puis vous pouvez compter sur moi, sur M. Gosselin, sur M. Mélenchon pour assurer là, les différents suivis. Donc, soyez prudents entre votre cuisine et votre salon à la fin de votre rencontre virtuelle. Merci beaucoup, Mme Asselin. Merci de vous être connectés. Je vous souhaite une excellente soirée et n'hésitez pas, sachez que la ville et nos élus sont là pour vous. Bonsoir. Passez une belle soirée. Au revoir.